Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à la vulgarisation des meilleures pratiques agroécologiques et des énergies renouvelables avec deux membres de TMSU International. Alors, Monsieur Kofigan Agbati, comment est-ce que les populations dans les milieux ruraux appréhendent-elles les effets des changements climatiques? Déjà, nous savons que c'est indéniable. On est face au réchauffement climatique, mais a manqué un peu de connaissances ou bien de connaissances approfondies pour mieux comprendre les effets dans leur en profondeur. Eux le voient à travers l'irrégularité des saisons et aussi à travers certaines maladies qu'on appelle les maladies d'origine actuelle. Donc déjà, c'est sur ça qu'il faut s'appuyer pour les aider à comprendre ce qui se passe en réalité. Alors, Carla, où faut-il renforcer la résilience des populations en milieu rural? Est-ce que c'est au niveau de l'adaptation ou c'est au niveau de l'atténuation? Je dirais que c'est au niveau des deux, de l'adaptation, mais aussi de l'atténuation. Déjà, il faut les emmener à s'adapter aux nouvelles donnes et maintenant les aider à atténuer les effets. Déjà, en leur apprenant les diverses pratiques, en les amenant maintenant à agir pour la protection de l'environnement. Alors, en allant en contact avec ces populations rurales dans la préfecture de Doufelgou, comme on l'a dit, de quoi dispose le monde rural comme atout pour réussir efficacement ce type de pratiques agroécologiques, respectueuses de l'environnement et des écosystèmes? Okay. Du coup, puisque nous savons que la pratique de l'agroécologie, d'abord, appelle à ce qu'on appelle l'utilisation des produits bio. Donc, ils ont les bouts de vache, ils ont les déchets, ils ont les tiens de volaille d'abord, pour pouvoir, sur le plan compost, pouvoir amender les sols. Et de l'autre côté, ils disposent de soleil. Et le soleil, vraiment, qui comme dans tout milieu tropical, qui peut les aider dans l'irrigation avec la voie thermique et même l'éclairage avec la voie photovoltaïque. Au-delà de ça, ils ont toutes les plantes autour d'eux qui peuvent les permettre à fabriquer aussi ou à produire des biopesticides. Tout cela mis ensemble, je crois que ça doit évoluer forcément vers l'agroécologie. Alors, en Afrique, c'est une réalité. Le continent est le mieux ensoleillé, mais faiblement éclairé. Vous avez la première matière première qu'est le soleil pour l'énergie solaire. Est-ce que, à travers ces pratiques au niveau de TMSU International, vous pensez qu'on va réussir efficacement les intéresser et leur donner maintenant de la volonté à leur niveau. Les équipements en matière d'énergie renouvelable ont ceci de particulier qu'ils ont la mauvaise réputation d'être chers, d'engendrer un certain coût, avec des populations qui vivent dans un contexte de pauvreté. Est-ce que facilement elles peuvent s'offrir ces équipements pour, par exemple, avoir de l'énergie solaire? Ok. Nous partons aujourd'hui d'un postulat qu'il faut effectivement donner de l'énergie aux gens, mais il faut leur donner une énergie productive. Donc, dans la mesure où on peut passer par ce qui est accessible aujourd'hui, c'est-à-dire le soleil thermique que les gens oublient beaucoup, qu'on peut utiliser dans l'irrigation, on peut utiliser dans le séchage. On est en face d'une population qui a une énergie productive qui va l'amener vers des revenus. De l'autre côté, avec le photovoltaïque qui coûte cher, on peut aujourd'hui avoir de petits gadgets sur le marché en termes de diodes, des choses, et apprendre maintenant les gens à faire leur propre boîte de l'éclairage, c'est-à-dire des lampadaires ou des mini-lampadaires, ce qui aussi va bien sûr coûter quelque chose, mais comparé au vrai coût, je dirais c'est accessible. C'est accessible au niveau du photovoltaïque, car là, c'est une réalité. Est-ce qu'ils pourront avoir les moyens de s'offrir des panneaux? Oui, c'est là la question. Les panneaux ne se fabriquent pas encore en Afrique. C'est justement ce qui bloque cette accessibilité. Mais déjà, il y a de petits panneaux qui peuvent au moins couvrir le besoin d'un petit ménage, au moins en éclairage peut-être, et pour charger des téléphones. Et ces panneaux ne sont pas à coût zéro? Non, pas à coût zéro, mais c'est déjà, je pense, accessible. Parce qu'il y a maintenant des méthodes qui font, on paye petit à petit pour y arriver. Donc, c'est déjà un pas pour au moins couvrir l'éclairage, le chargement de téléphone, etc. Donc, c'est ça.
il y a possibilité que ces populations puissent s'offrir ces équipements. L'autre défi sur la voie du développement durable réside dans le changement des pratiques culturelles. Alors, on l'a vu à travers la fabrication du biogaz. C'est du compost aussi qui en ressort. Ça veut dire qu'on n'est jamais loin de ces pratiques, de ces solutions innovantes dans un milieu rural. Oui, en réalité, c'est ça aussi. Au début, il faut aller au-delà du mythe. Le mythe de ne pas savoir que tout ce qui nous entoure est une richesse. Donc, dans ce paradoxe, quand on va au-delà de ce mythe, on voit qu'on peut valoriser tout. Et surtout, on revient encore à cette idée de formation et de transfert de compétences et même de la technologie qui va permettre aux gens là, une fois sachant ou bien ayant allé au-delà du mythe, puissent vraiment concrétiser ce qui va les amener vers l'épanouissement. Alors, Carla, l'un des principes de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est la responsabilité commune mais différenciée, alors qui impose que ces pays développés qui ont longtemps pollué puissent verser une certaine somme aux pays en voie de développement pour justement aller dans le cadre de l'atténuation et de l'adaptation. Est-ce que votre démarche au niveau de TMSU international veut dire on n'a pas forcément besoin d'attendre ces fonds avant de s'adapter, avant d'atténuer? Oui, c'est un peu ça. Bien sûr, on en a besoin, mais en attendant de les avoir, avec TMSU, nous essayons à moins de coûts déjà d'aider les populations avancées. Donc, au lieu d'attendre que ces fonds ne viennent, nous essayons de mettre les moyens au niveau de tout le monde pour qu'ils puissent y arriver. On a vu quelque chose de très intéressant, c'est la fabrication des biopesticides. Avant qu'on ne parle justement de ce produit, comment présentez-vous les dangers liés à l'utilisation de ces produits chimiques dans le monde agricole? À moi, le danger à plusieurs niveaux. Quand nous prenons la santé humaine, aujourd'hui, c'est tout un système chimique qui fait un transfert dans notre organisme et qui cause beaucoup de maladies, beaucoup de pathologies. Il y a aussi le transfert vis-à-vis de l'irrigation avec les flux d'eau qui peut transférer ça dans les rivières et puis contaminer les fleuves. De l'autre côté, il y a leur évaporation aussi dans la nature qui libère beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, sur tous les plans, que ce soit humain ou écologique, ça constitue vraiment des grands dégâts. Alors, sauvegarder l'environnement, la voie royale vers la préservation, la sauvegarde de notre propre santé. Oui, effectivement, parce que en sauvegardant l'environnement, on évite déjà des maladies aujourd'hui qui sont dues au changement climatique, c'est-à-dire des maladies cancérigènes, etc. Donc déjà, en sauvegardant l'environnement, on agit, on préserve notre propre santé. Par exemple, dans le cas des forêts améliorées, non seulement on est en train de préserver la nature contre l'émission des gaz à effet de serre, mais aussi on évite les maladies hépatorénales qui sont dues aux fumées, etc. Donc tout ça est très lié. Donc c'est un peu ça. Alors, M. Agbati, dans un contexte où ces produits chimiques sont déversés sur le marché national, ne craignez-vous pas que votre combat soit vain? Parce que, bon, on sera toujours tenté de les utiliser dans les champs. Oui, justement, je dis souvent que il ne s'agit pas d'annuler les choses d'un seul coup, mais c'est trouver un juste milieu. Puisque l'habitude faisant la loi, c'est en sensibilisant petit à petit et en montrant les preuves qu'en fait que d'autres ne seront pas lésés par rapport à ce grand mouvement du changement climatique, qu'en restant dans le juste milieu, on trouvera toujours des solutions, des résultats inclusifs qui viennent d'une manière participative. Alors, Carla, lorsque vous apprenez à ces populations à fabriquer, par exemple, du compost pour fertiliser les sols, est-ce que cela peut contribuer à satisfaire leur envie d'aller vers des productions quantitatives, puisque c'est l'origine même de l'utilisation, c'est la cause de l'utilisation des produits chimiques? Est-ce que, justement, ces produits, le compost, peut satisfaire à cette envie-là? Effectivement, aujourd'hui, le défi avec TMSU aussi, c'est d'arriver sur une petite surface à avoir un grand rendement. Donc, l'utilisation du compost n'est en aucun cas lésée. C'est-à-dire que
avec un peu de compost et un peu de terre, on a un très grand rendement. Donc c'est un défi à réaliser. Mais quand on veut aller vers les grands types de cultures, je crois que le compost déjà est issu de tout ce qui est biodégradable des déchets. Donc c'est quelque chose qui est accessible à tous. Donc une quantité donnée pour une surface, ce n'est pas un problème par rapport aux déchets chimiques. Ah, on est plutôt tenté de dire que c'est pour des jardins potagers, ce que vous leur avez appris à faire. Est-ce qu'on peut rêver avoir une grande production agricole avec ça? Justement, puisque quand nous parlons aujourd'hui ce qu'on appelle le biochar, qui est utilisé à profusion, c'était une culture endogène des céréales. On sait qu'après toute culture, il y a les pailles qui restent dans le champ, qu'on brûle, qui pourrit l'environnement. Donc, en même temps, si on part du déchet qui est quelque part ordu et non ordu, ces populations ont facilement assez. Sur un hectare, tu produis les déchets qui vont sortir de ce 1 hectare, te donnent encore du compost. Et ça devient une mesure alternative qu'on peut toujours pratiquer. Donc c'est un mythe aussi de ne pas croire à ça, mais en réalité, c'est en donnant les preuves aux gens suffisamment, puis c'est scientifique, et ces preuves est vraiment des composts aujourd'hui modélisés, qui ne sont pas traités d'une manière vulgaire, mais qui accompagnent des laboratoires qui sont derrière une association entre la science et les savoir-faire locaux, pour encourager les populations. Carla Douadji, la communauté internationale est mobilisée contre le réchauffement climatique, un phénomène qui a pour origine, on l'a dit au début de cette émission, l'action anthropique. Que peut apporter la fabrication de ces foyers améliorés? On a l'impression que vous mettez de côté un aspect comme le reboisement. Non, pas du tout. À côté de la fabrication des foyers, nous conseillons toujours aux populations de continuer à reboiser, bien sûr. Mais justement, l'avantage de ces foyers, c'est d'éviter un excès de déboisement, parce que ça réduit au moins à 50% l'utilisation des bois, quand c'est les foyers à bois, ou du charbon, quand ce sont des foyers à charbon. Et en plus, ça diminue la fumée qui sort du foyer, ça réduit considérablement. En plus, cette fumée qui est issue de la biomasse est recyclée par le bois, donc, par les arbres qui sont déjà là. Donc, ce sont des foyers modélisés, c'est pas vulgaire, c'est modélisé pour effectivement aller dans un souci de conservation de l'environnement. Conserver l'environnement, on peut rêver, réparer aujourd'hui notre tissu végétal qui est en pleine dégradation. Oui, justement, dans la chaîne des valeurs aujourd'hui, puisqu'on a intégré à tous les niveaux des experts, des spécialistes, et inclut les populations locales, c'est des réflexions. Par exemple, ceux qui sont en agroforesterie savent quoi faire, ceux qui sont dans les foyers améliorés, ceux qui sont en énergie, c'est tous ces efforts mis ensemble qui peuvent vraiment nous amener à faire face à ce défi-là. Alors, comment mesurez-vous la dimension sociale, Carla, de cette formation que TMSU International a pu assurer à ces populations? Est-ce qu'on parle de l'entrepreneuriat aujourd'hui, l'entrepreneuriat agricole? Est-ce que c'est un moyen sûr d'y arriver? Évidemment, ce type de formation, justement, c'est pour emmener cette population à l'auto-emploi, pour qu'ils puissent s'auto-entreprendre, faire effectivement leur propre activité génératrice de revenus. Donc, en faisant ce type de formation, nous agissons déjà sur tout ce qui est social, socio-culturel. En même temps, nous leur permettons un développement économique et aussi la protection de l'environnement, tout ce qu'il faut pour atteindre un développement durable. Le développement durable, M. Agbati, chaque année se tiennent les COP, la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mais ces conférences n'ont pas une certaine résonance particulière au niveau des milieux ruraux. Vous qui êtes chercheur, vous qui êtes scientifique, c'est vous qui tirez souvent la sonnette d'alarme face aux effets des changements climatiques. Qu'est-ce que vous attendez de ces conférences concrètement? Nous attendons beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, comme notre grand frère José Kizerbo le dit souvent, il ne faut pas dormir sur la natte de l'autre. Quand il théorise cette natte, tu n'as plus de natte. Donc les populations rurales doivent y participer. Donc nous disons souvent pensée globale, mais agissons local. Donc en attendant, ces COP, vraiment, ce que nous attendons, c'est la dimension pratique des choses. C'est des actions réelles, l'implémentation
des théories ou des visions ou des décisions qui sont prises doivent pouvoir toucher ces populations locales. Et dans ce partenariat entre le local et le global, que nous tous, nous tenons les cornes du buffle. Beaucoup d'engagements ont été pris au niveau à Paris lors de la COP 21. Jusqu'aujourd'hui, on a l'impression que les actions concrètes se font encore attendre. Sommes-nous toujours dans la préparation à l'action? Certains, on peut le dire, sont dans la préparation à l'action, mais avec TMSU, nous sommes dans l'action, puisque nous allons nous-mêmes vers les populations. À défaut qu'elles viennent vers nous, nous allons vers elles leur annoncer la bonne nouvelle, si on peut le dire ainsi. Déjà, après les avoir informés, en voyant leur engouement, nous allons vers la formation. Nous faisons du mieux que nous pouvons. Donc, je peux dire qu'on agit concrètement parce qu'on voit après les effets des changements que nos formations leur ont apportés. Les effets des changements sont réels. Monsieur Agbati, comment renforcer la résilience de nos populations, puisqu'elles sont les premières victimes? Oui, renforcer la résilience, c'est impliquer d'abord chercher des moyens. Chercher des moyens, je parle pas en termes de moyens non accessibles, les moyens accessibles. Et vraiment les outiller et créer ce qu'on appelle un éveil de conscience qui fait que tout le monde doit savoir que s'il agit pour le monde, il agit pour lui-même. L'éveil de conscience, est-ce qu'il est réel? Oui, il est réel parce qu'on remarque que beaucoup sont encore non informés. En voyant l'allure des choses, on n'a pas l'impression que les gens sont effectivement conscients de ce qui se passe. Ils ont une idée de la chose, mais ils ne prennent pas effectivement conscience. Donc l'éveil des conscients est effectivement un problème crucial auquel il faut aller en suscitant l'intérêt des gens, en leur montrant effectivement tout ce qu'il y a comme problème. Est-ce que justement, dans la recherche des solutions à la lutte contre ces effets des changements climatiques, on va vers une démarche participative pour faire prendre conscience au niveau de ces populations locales qu'elles ont, elles aussi, leur rôle à jouer? Et justement, parce que quand vous ne montrez pas quelqu'un qui a son rôle, il devient spectateur. Et du coup, aujourd'hui, c'est là, il ne faut plus jamais ignorer la dimension psycho-socio-culturelle des projets. Quand vous y tombez dedans, vous venez faire ce que vous faites sans eux. C'est des gens qui seront là et vont vous regarder. Mais si vous les impliquez, et surtout qu'ils arrivent à tirer le bien-être de ce qu'ils font et voir les résultats positifs et les impacts même à long terme, pas besoin de trop parler avant qu'ils ne vous suivent. Merci d'être passé sur ce plateau, Kofigan Agbati. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, directeur de TMSU International. Merci à Carla Douadji, ingénieure junior en énergie à TMSU International. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Planète Idéale.